à la série de webinaires de l'OSANO. Dans le webinaire d'aujourd'hui, on va parler de l'impact du stress chronique sur le corps et l'esprit. Les aidants naturels ont du stress, de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement et la pleine conscience peut nous aider à mieux gérer nos émotions et à nous renforcer et cela nous aide à mieux prendre soin de nos personnes qui ont besoin de soins. On va parler aujourd'hui du stress et de comprendre comment l'expérience du stress se voit manifester dans nos corps. L'oratrice d'aujourd'hui va donner un survol de la méditation de pleine conscience et on sera invité aussi à nous impliquer à une pratique courte avant la foire aux questions. Je suis Zendir Fernando et je serai l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. Je suis l'une des personnes à la charge des programmes à l'OSANO et c'est un plaisir de vous présenter notre oratrice d'aujourd'hui, le docteur Alexandra Filcrow, qui est professeur associé du labo de stress à l'université Ryerson. Sa recherche se concentre à l'impact du stress et au comportement de style de vie dans la vie adulte. Elle pratique la méditation de pleine conscience pendant 10 ans. Elle est impliquée à la recherche pendant des années et une enseignante agréée pour la réduction du stress telle que définie par l'Université de Californie à San Diego et son institut de pleine conscience. Merci beaucoup, le docteur Fiocco, d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario pour m'avoir invité à parler de cultiver la pleine conscience pour les bien-être parmi les aidants naturels. Je fais pendant des années de la recherche qui examine l'avantage de la pleine conscience pour les adultes plus âgés. Et aujourd'hui, je vous parlerai de cette recherche et de la recherche que nous voyons dans la littérature et par mes collègues. Donc, avant de rentrer dans la présentation d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement partager cette diapo avec tout le monde. Ceux d'entre vous qui avaient voyagé par air auparavant, et on n'en a pas fait de trop de cela dernièrement à cause de la Covid, mais ceux qui voyagent par avion fréquemment, nous sommes conscients des pratiques qui se passent avant que l'avion ne parte. Alors, on a le personnel qui explique les pratiques d'excellence et on nous parle de l'importance de porter notre ceinture, de la situation des portes de sortie d'urgence et ce que l'on doit faire quand la pression de la cabine se voit diminuer. Et on nous dit que oui, qu'un masque d'oxygène va tomber du plafond. Et on nous dit, encore plus important que cela, de placer le masque d'oxygène sur nous-mêmes avant d'aider un enfant ou quelqu'un d'autre qui a besoin de notre aide. Et voici un exemple parfait de l'importance de prendre soin de soi-même avant de prendre soin d'une autre personne. Malheureusement, dans notre société, ceci est très, disons, négligé. Cela n'est pas donné de l'importance suffisante et nous devons nous donner du soin, nous rendre compte de l'importance du soin, surtout quand on est un aidant naturel. Aujourd'hui, on va parler de l'aidant naturel en famille et je vais suggérer que beaucoup des dents naturelles subissent du stress chronique et cela augmente le risque à avoir des maladies liées au stress. Après cela, on parlera de la réaction de stress. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on se voit, on est devant un stresseur? Et dans mes groupes, je dis toujours qu'avant même de parler d'outils de gestion du stress, c'est important d'abord de reconnaître quand un stress affecte le corps, mais de reconnaître aussi les ingrédients qui font qu'on perçoive quelque chose comme quelque chose de stressant.
Je vais parler plus tard de la méditation de pleine conscience et de comment l'utiliser comme outil pour cultiver la résilience chez les aidants naturels. Après cela, espérons d'avoir du temps pour une pratique brève, peut-être un espace de respiration de 3 minutes, avant de passer à la fois aux questions d'aujourd'hui. Commençons. Le soignant, l'aidant naturel informel, non payé, c'est des personnes qui fournissent du soin et de l'assistance pour les personnes aimées, sans paix. Et selon Statistique Canada, on a à peu près 8 millions d'aidants naturels informels au Canada. Cela vient d'une révision de 2012 de Statistique Canada et peut-être on a une augmentation en ce moment étant donné qu'on a de plus en plus de population vieillissante. Et 6 millions de Canadiens fournissent de l'aide à une personne plus âgée. D'accord, à Statistique Canada, 24% des aidants naturels de ce genre ont de 45 à 54 ans. Et 12% en fait ont plus de 65 ans et ce pourcentage probablement va augmenter étant donné la population vieillissante. On a plus de femmes que d'hommes dans le rôle d'aidants naturels, mais on a de plus en plus d'hommes qui sont des aidants naturels. Et encore une fois, je parle de la population vieillissante. Nous savons que les femmes ont plus de risques d'être atteintes de démence comme l'Alzheimer, donc on a plus de possibilités d'avoir des hommes, des époux qui prennent soin de leurs femmes. Je veux aussi que vous regardiez le graphique du côté droit qui vous parle de la quantité d'heures par semaine durant lesquelles on s'implique comme aidant naturel. Et on voit que les époux dans le rôle impliquent davantage d'heures. C'est quelque chose de différent que d'autres relations. Et 1 sur 10 aidants naturels passe plus de 30 heures par semaine à être des aidants naturels. Et la statistique montre qu'il y a une corrélation entre la quantité d'heures que l'on passe en tant qu'aidant naturel et la quantité de détresse subie par l'aidant naturel. On a de différentes expériences de stress en tant qu'aidant naturel, mais selon Statistique Canada, à peu près 40% des aidants naturels classifient leur stress comme élevé à très élevé. Quand on examine des pères qui sont des aidants naturels et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont des aidants naturels pour des membres de la famille ont davantage de risques à développer des problèmes ayant à voir avec le stress, la dépression, l'anxiété, la fatigue chronique, les problèmes de sommeil, une qualité de vie de mauvaise santé, de l'hypertension et même de la démence, un risque de démence plus élevé. Et on visite davantage le médecin et on prend davantage de médicaments quand on est un aidant naturel. Donc la littérature suggère que quand on a le rôle d'aidant naturel, cela peut être subi comme un stress chronique et le stress chronique dans le corps augmente la possibilité d'être atteint de ces problèmes. Alors parlons du stress et de l'impact du stress sur le corps. Donc voici une image d'un ours très fâché. Imaginez-vous que vous êtes confronté par cet ours fâché et qui a faim. Que feriez-vous? Quelle serait votre expérience? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous senteriez de la crainte et le comportement probablement serait quelque chose comme fuir et crier. Donc, quel est l'aspect des choses dans le corps? Essentiellement, quand on fait face à un stress absolu comme cet ours, et on l'appelle un stresseur absolu parce que c'est un stresseur où l'expérience universelle serait la crainte et la fuite, et on aurait tous une réaction de stress quand on ferait face à cet ours. Alors, la réaction
de stress aigu, la réaction de lutte ou fuite est ce changement très caractéristique dans notre système physiologique comme réaction à une menace absolue. Et notre système de réaction au stress est très adaptatif. Et cela est parce que nos ancêtres ont eu une très bonne réaction au stress. Si on n'en avait pas, on ne pourrait pas survivre ces stresseurs absolus comme être confronté par ce ours fâché ou devoir fuir d'un bâtiment en flammes, par exemple. Donc, nos systèmes de stress sont très importants, ils sont là pour la survie. Et ce qui se passe est que quand on est confronté par un stresseur absolu tel que ce ours fâché, on a l'activation de deux systèmes. Le sympathique, c'est-à-dire le médulaire sympathique adrénal, et après cela, l'activation de l'axe hypothalamique pituitaire. Et ces deux systèmes permettent d'avoir ce changement très beau dans notre physiologie. Et ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs changements physiologiques qui ont lieu et vous pouvez probablement fermer les yeux et vous imaginer ce qui se passerait si je faisais face à une menace. Les pupilles deviennent plus grandes et on est concentré au stress que l'on doit gérer, que l'on a face à nous. La respiration change, la respiration devient très rapide et on a aussi une respiration artificielle, plutôt superficielle. Et le cœur bat plus vite, plus fort, la tension artérielle augmente parce que les vaisseaux sanguins se dilatent. Et une autre chose qui se passe, c'est que beaucoup d'énergie arrive à nos muscles. Donc, on peut commencer à trembler, mais la glucose est envoyée à nos muscles pour assurer qu'on puisse soit lutter, soit fuir de cette menace. Et on a plusieurs changements aussi qui ont lieu et qui ferment certains systèmes. Par exemple, le flux de salive diminue et cela affecte aussi le système digestif. Et la raison en est que si on y pense, ce n'est pas important de digérer un repas quand on est en train d'essayer de fuir un ours fâché. Le moins important est de digérer des aliments ou de s'impliquer à un comportement reproductif. Cela se ferme tandis que le système vasculaire est en davantage d'activité et nous avons besoin que cela ait lieu pour survivre. Mais le problème est que dans la société d'aujourd'hui, nous ne réagissons pas à ces stresseurs absolus. Et ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas fréquemment ou tous les jours où l'on est dans une situation où on fait face à un ours fâché, mais on a des stresseurs relatifs qui s'appellent relatifs parce qu'il y a des différences individuelles par rapport si on va réagir ou pas à ces stresseurs. Alors, par exemple, le stress interpersonnel, la tension interpersonnelle, la communication. Par exemple, on se dispute avec une personne aidée, un récipiendaire de nos soins. Cela peut apporter la réaction de stress dans nos corps. Le stress dans nos emplois, les exigences de nos rôles. Quand je regarde la femme dans cette image, on dirait qu'elle est un médecin, qu'il y a beaucoup de gens qui lui demandent de compléter de différentes tâches. Et peut-être cette femme est aussi une génération sandwich où elle prend soin de ses enfants chez elle et de ses parents vieillissants. Donc, il existe plusieurs choses qui se passent, qui s'accumulent peut-être, et chacun de ces stresseurs pourrait apporter une réaction de stress. On a aussi des situations où l'on voit vraiment des différences individuelles. Par exemple, on fait la queue. Voici un monsieur qui fait la queue, il veut acheter son papier toilette et peut-être la queue est très longue. Donc on a des gens qui doivent attendre quand ils font la queue et qui commencent à se sentir frustrés.
ils ont cette réaction où ils regardent pour voir ce qui est en train de se passer. Peut-être il y a des gens qui jouent de trop avec la monnaie. Peut-être ils parlent de trop avec la personne qui est à la caisse. Donc tout cela peut mener à une réaction de stress, tout simplement. Lorsqu'on est en train de faire la queue, il y a aussi la circulation. Nous savons qu'on a ce qui s'appelle la rage sur la route. Je suis sûre que vous avez déjà témoigné cette situation. Il y en a d'entre nous qui pouvons développer une réaction de stress comme réponse à la route. Donc, c'est intéressant aussi parce que quelques-uns de ces stresseurs relatifs peuvent ne pas venir de situations externes. Les situations peuvent être internes plutôt. Notre cerveau peut être, par exemple, merveilleux à ruminer par rapport au passé, à parler des 10 choses les plus importantes qui circulent dans notre esprit par rapport à cette conversation qu'on a eue, ça ou là. Ou peut-être on est préoccupé par rapport à l'avenir. Et dans ces cas-là, on pourrait développer une réaction de stress, tandis qu'en fait, on n'a pas de danger réel. Notre cerveau ne peut pas voir la différence. Et ce qui se passe, c'est qu'en réagissant de façon quotidienne et fréquente à ces stresseurs relatifs, notre réaction de stress se réactive et avec le temps, cela peut fatiguer notre système. Cela s'appelle la charge allostatique. C'est l'érosion de nos systèmes physiologiques à cause de l'activation fréquence de nos systèmes de stress. C'est la raison pour laquelle on veut être conscient de la fréquence avec laquelle on active la réaction de stress dans notre corps. Est-ce qu'on peut être harmonisé avec cette activation? J'aime aussi parler des ingrédients du stress. Donc, je dis toujours à mes étudiants, encore une fois, qu'avant de gérer le stress, il faut le reconnaître, mais il faut aussi identifier la raison pour laquelle on perçoit une situation comme étant stressante. Alors, le long des années, les chercheurs ont développé 4 ingrédients ou bien ont trouvé 4 ingrédients qui contribuent à l'expérience de quelque chose comme étant quelque chose de stressant. Et ces ingrédients, le plus on en a, le plus on a une réaction au stress et peut-être on va trouver que ça sera plus difficile de se récupérer de ce stress le plus on a d'ingrédients. Donc non seulement la réactivité est importante, mais la période de récupération est très importante parce qu'on peut être en stress pendant très longtemps et cela met beaucoup de pression à nos systèmes de réaction au stress et donc on peut se rétablir plus rapidement. Cela est bon pour notre bien-être aussi. Premier ingrédient, le sentiment de contrôle est bas. Peut-être vous pouvez l'imaginer dans le rôle des dents naturelles. Quand on travaille avec des personnes qui sont des aidants naturels au sein de la famille et qui participent à nos programmes, beaucoup d'entre eux disent qu'il n'y a pas de contrôle, qu'il n'y a pas de choix, que cette tâche s'est imposée sur eux et qu'ils n'ont pas de contrôle sur le diagnostic de leur personne aimée ou du prognostic. Donc le sentiment de contrôle est bas et ce manque de contrôle, le sentiment qu'on n'a pas de contrôle, peut développer une réaction de stress. Deuxième ingrédient, c'est la menace à l'ego. Ce que cela veut dire est que des situations où l'on sent qu'on est en menace, on sent qu'on est évalué et cela crée une réaction de stress. Donc, du point de vue de la menace, on se dit, bon, est-ce que les gens sont en train de m'évaluer comme aidant naturel? Est-ce que les gens pensent que je fais une job suffisamment bonne? Et parfois, cela est internalisé, c'est-à-dire, moi, je me dis, moi, je ne suis pas en train de faire une bonne job. On parle beaucoup, on se dit, ah, je devrais faire ceci ou cela. Et tout cela mène à une évaluation négative
négative ou à une menace d'évaluation, et ceci est un ingrédient potent secondaire qui fait que la situation soit perçue comme stressante et on a une réaction au stress. L'imprévisibilité est un troisième ingrédient. Quand on pense à l'imprévisibilité d'être un aidant naturel et ne pas pouvoir prévoir le comportement du récipiendaire, ceux avec lesquels je travaille, c'est des aidants naturels plus âgés qui prennent soin de quelqu'un plus âgé qui est atteint par exemple de démence et parlent de l'imprévisibilité du comportement de leur personne aimée, que cela change d'un moment à un autre ou d'un jour à un autre, et l'imprévisibilité, ne pas pouvoir savoir en avance ce qui va se passer, peut être quelque chose de très stressant pour les gens et mener à une réaction de stress. Dernier ingrédient, la nouveauté. Encore une fois, vous pouvez penser à quand vous vous êtes trouvé au début dans la situation des dents naturelles. Il fallait tellement apprendre. Peut-être vous êtes encore dans le processus d'apprentissage par rapport à tout ce que vous devez apprendre, par rapport à la condition de votre personne aimée ou ce que cela veut dire que d'être un aidant naturel. Et encore une fois, cela en soi peut être un ingrédient qui donne comme résultat la réaction de stress. Maintenant, bien évidemment, c'est important aussi de reconnaître que ces ingrédients auront un aspect différent chez chaque personne. Ça dépend de la personne, et être un aidant naturel ne veut pas forcément dire qu'on aura du stress et une maladie. La recherche montre que la perception du stress est individualiste, c'est-à-dire nous évaluons tous et toutes des situations, des événements, des stimuli de façon très différente. Mais ce qui est important est de se rappeler que quoi qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans nos vies, nous pouvons, oui, contrôler dans une certaine mesure comment nous choisissons de réagir à ces événements ou situations dans nos vies. Encore une fois, pas tous les aidants naturels vont subir du stress dans leur rôle d'aidant naturel. Il y a des différences individuelles et il y a beaucoup de recherches qui soutiennent qu'on a des caractéristiques différentes. Donc, dans la recherche qui a examiné les facteurs qui sont associés avec la résilience parmi les aidants naturels, on a plusieurs caractéristiques. Ceci vient d'une étude de 2006 où l'on a trouvé qu'être un soignant résilient est associé avec plusieurs traits. La patience, la compassion, la force interne de l'aidant naturel et la force interne du récipiendaire de soins, qui dans ce cas-ci est l'époux, l'épouse. Donc tous ces traits sont importants pour aider à la résilience de l'aidant naturel. On a aussi une étude qualitative qui a étudié 17 familles d'aidants naturels en Thaïlande et qui montre que l'affection et l'encouragement de la communauté sont importantes, et que la gratitude et que comprendre que la souffrance est une partie de la vie aide à gérer le stress. Et là, j'ai écrit entre parenthèses des enseignements bouddhistes, et cela a à voir avec la méditation de pleine conscience. Peut-être vous avez remarqué que j'ai souligné quelques traits comme la patience, la compassion. Voilà des traits que nous cultivons dans la pratique de la méditation de pleine conscience. Passons à cette méditation. Pourquoi est-ce important pour qui que ce soit, mais surtout pour les aidants naturels, de comprendre que c'est un outil important à développer? Donc, ce que nous savons est que la pratique de la méditation de pleine conscience nous aide à cultiver la compétence de réagir au stress. La cultivation de la pleine conscience nous aide à réagir de façon compétente à notre environnement. Et je veux partager cette citation de Viktor Frankl, qui a survécu l'Holocauste, et ceci s'aligne avec le concept de la pleine conscience. Entre le stimulus et la réaction, il existe un espace. Et dans cet espace-là se trouve notre pouvoir de choisir notre réaction. Ceci est une citation merveilleuse. Donc essentiellement de ce que nous sommes en train de parler
Et on a le stimulus en rouge, une flèche, et la réaction en vert. Si on a un stimulus dans notre environnement, fréquemment, on a une réaction automatique. Et parfois, cette automaticité des réactions où la réactivité en soi peut avoir des conséquences négatives. Vous pouvez penser peut-être si vous vous sentez, disons, très frustré et votre personne aimée dit quelque chose et vous réagissez avec colère rapidement, cela est parce que vous êtes à un niveau élevé de stress et c'est une réaction automatique. Se fâcher immédiatement. Alors quand on pratique la pleine conscience, on utilise ce qu'on appelle la pause de pleine conscience, et cela est vraiment l'espace duquel parle Viktor Frankl. Donc, c'est dans cet espace où l'on pratique la pleine conscience. Pardon. C'est quoi la pleine conscience? Je veux dire ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, cette méditation n'est pas un rituel religieux. Vous pouvez la pratiquer n'importe votre religion. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est-à-dire, on ne doit pas voyager au haut d'une montagne pour faire une posture et avoir un mantra adorable quand le soleil se couche, par exemple. Non, ce n'est pas quelque chose de mystique. Des preuves existent qui soutiennent la pratique de la pleine conscience. C'est quelque chose de laïque. C'est important aussi de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui répare les choses rapidement. N'importe si on lit beaucoup de livres ou si on va à des sessions de méditation de pleine conscience, il s'agit ici d'une compétence qui doit être cultivée tous les jours. Donc, si l'on veut cultiver la pleine conscience, si on veut développer la compétence là-dessus, c'est comme toute autre compétence. Si on veut jouer au tennis très bien, ou si l'on veut jouer très bien au golf, je ne sais pas, quoi que ce soit comme exemple, voici des choses que l'on doit pratiquer de façon quotidienne afin de développer la compétence. Même chose pour la pleine conscience. Et finalement, je dois souligner que la méditation de pleine conscience ne vous forme pas à être des statues, à rester tranquille, à se déconnecter de la situation actuelle ou de l'échapper. Non. On a des pratiques de réaction au stress qui sont des pratiques d'imagerie auxquelles on peut s'impliquer et on n'imagine pas qu'on est à la plage avec un daiquiri en main. Non, on veut être présent pour des expériences momentaires quand elles surgissent et quelques-unes de ces expériences pourraient ne pas être agréables. Donc on se fait conscient de choses positives, neutres ou peut-être négatives quand elles surgissent dans un moment spécifique. Donc voilà, je voudrais aussi partager cette citation de Sharon Salzberg. Elle dit on ne médite pas pour devenir meilleur à la méditation, mais plutôt on médite, on fait la méditation pour devenir meilleur à être en vie, c'est-à-dire n'importe pendant combien de temps vous pouvez être assis sur l'oreiller. Si vous ne pouvez pas appliquer cette pratique à votre vie quotidienne, alors c'est quelque chose que vous avez raté. Alors, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Bon, si on définit la pleine conscience, moi j'aime utiliser celle qui a été développée par John Kabat-Zinn, qui a apporté cette méditation à l'Ouest, un programme de 8 semaines pour réduire le stress. Alors John Kabat et beaucoup d'autres définissent la pleine conscience comme étant la compétence de prêter attention d'une façon particulière à propos dans le moment présent avec une attitude d'acceptation. Et je souligne le mot attitude, c'est essentiel. Et on peut lier cette définition aux 3 piliers de pleine conscience. L'intention, l'attention et l'attitude. L'intention est de le faire à propos, c'est-à-dire on a du propos dans la vie.
On se lève tous les jours avec une intention, avec un objectif, quel sera l'aspect de la journée. Même chose avec l'attention, comment aligner notre vie, quelles sont nos croyances, comment voulons-nous vivre notre vie. Alors, on établit une intention. Pas une intention, une intention. On prête attention à quelque chose à propos. Après cela, on a l'attention. Donc, dans ce cas-ci, dans la pratique, on concentre notre attention à un encre, à l'expérience actuelle, la respiration, une sensation dans le corps, un son, des pensées. On forme notre attention. Donc, cette attention concentrée mène à des changements dans le cerveau. Et c'est important parce que quand on forme le contrôle de notre attention, on a un impact aussi sur notre capacité de nous impliquer de façon effective à la régulation de nos émotions, ce qui est très important pour notre bien-être. Et finalement, on a la composante de l'attitude. Encore une fois, vous pouvez être assis et vous concentrer à des pensées négatives, à des pensées ruminatives, de dépression. Et si vous le faites, cela se voit renforcé. Donc, dans ce cas, quand on fait la méditation de pleine conscience, on pratique ne pas juger, on pratique laisser aller les choses, on pratique la compassion. Donc, voilà les attitudes que nous cultivons dans la pratique de la pleine conscience. Donc, comment nous le pratiquons? Comment nous développons cette capacité? C'est à travers la pratique de la méditation. C'est comme ça qu'on applique les compétences de pleine conscience. Alors, ici, nous avons une liste des attitudes de pleine conscience qu'on cultive dans le programme et même après le programme. Et j'ai souligné l'acceptation et la compassion et la gentillesse basée sur l'amour. Alors, on a certaines attitudes ou traits ou caractéristiques qui sont associés avec la résilience des aidants naturels en famille. Donc, c'est des traits que nous cultivons à propos dans la méditation de pleine conscience. C'est important de comprendre aussi que quand ce qu'on pratique devient plus fort. Donc la recherche nous montre que l'expérience change notre cerveau. Nos cerveaux sont très plastiques le long de toute notre vie. Donc on le voit dans la recherche quand on regarde l'exercice physique, comme cela change le cerveau, l'alimentation, s'impliquer à des activités stimulantes, tout cela change notre cerveau. Et on voit aussi que la pratique de méditation de pleine conscience change le cerveau de façon importante. Et ce qu'on sait est que ce qu'on pratique devient plus fort. Alors, si on pratique la colère va augmenter. La connectivité dans le cerveau associée avec la colère, l'hostilité, l'anxiété, si on la pratique tous les jours, ces connexions dans le cerveau vont grandir. Mais si on choisit de pratiquer la compassion, la gentillesse, l'acceptation, ce sont ces connexions-là dans le cerveau qui vont augmenter. Et on a beaucoup de recherches qui viennent d'études d'imagerie qui montrent que lorsque l'on pratique la méditation de pleine conscience, on affecte la structure du cerveau comme et la fonction du cerveau, par exemple, l'hypothalamus qui est à la charge de la mémoire, on a une amélioration de cette structure, on voit des changements dans la connectivité du cerveau. Alors, par exemple, le cortex préfrontal devient meilleur à contrôler le centre de la crainte qui est activé comme réaction à la crainte. Donc, le cortex préfrontal devient meilleur à se faire. Donc, on a de la recherche qui montre que la pratique de la pleine conscience change le cerveau du point de vue de sa structure et de sa fonction. Maintenant, cette recherche n'a pas été faite chez des aidants naturels en soi, mais au sein d'autres populations cliniques et saines aussi au sein de la communauté. Maintenant, en ce qui concerne la pleine conscience pour les aidants naturels en particulier, on a de la recherche qui montre que cela est avantageux. Par exemple, la recherche montre
que lorsqu'on s'implique à la méditation de pleine conscience, on peut, en tant qu'aidant naturel, on a une réduction de risques de certaines maladies comme la dépression, l'anxiété, l'isolement, les problèmes de sommeil, la santé cognitive, la qualité de vie liée à la santé. On voit que chez les aidants naturels au sein de la famille, cela se passe et je veux souligner aussi que ce que je souligne ici vient d'études qui utilisent une condition de contrôle actif. Alors, par exemple, ma propre recherche est sur la liste ici. Si on compare des aidants naturels qui s'impliquent à un programme de pleine conscience de 8 semaines versus des aidants naturels plus âgés qui, de façon aléatoire, sont menés à des groupes sociaux et pédagogiques, et cela est ce qu'on voit fréquemment comme programme disponible dans notre communauté. Ce que l'on voit est que quand on compare cela, la pleine conscience montre une réduction en dépression et en stress, et je veux dire que les résultats plus robustes ont été pour la dépression et le stress. En ce qui concerne les autres résultats, la littérature est un peu mixte, et cela est encore une fois à cause des différences individuelles par rapport à l'engagement dans la pratique. Ce qui est aussi important est de comprendre que ces études se concentrent aux aidants naturels et ma recherche se concentre aux aidants naturels, et quand j'apporte ces programmes à la communauté, on me demande de peut-être inclure des dyades, c'est-à-dire d'inclure l'aidant naturel et son récipiendaire de soins. Et fréquemment, je choisis de ne pas le faire. Je choisis de me concentrer seulement à l'aidant naturel. La raison étant que dans la recherche et aussi dans le système de soins de santé, on se concentre toujours au récipiendaire des soins. Quand je fais du travail avec les aidants naturels, on se concentre à la personne atteinte de démence ou de Parkinson, et on ne se concentre pas suffisamment sur les aidants naturels. Donc je pense que c'est très important que pour que ces interventions soient efficaces, qu'elles se concentrent seulement sur les dents naturelles. Et récemment, j'ai vu qu'on a de la recherche qui soutient cette intuition que j'ai. Et on a des études qui incorporent les dyades patients aidants naturels, et là on a les effets les moins importants pour les aidants naturels, et cela a du sens parce que du moment où le récipiendaire est apporté, on va se concentrer au récipiendaire de soins et non pas à l'aidant naturel. Donc il faut créer un espace pour l'aidant naturel pour, dans un certain sens, les forcer à commencer à s'impliquer aux soins d'eux-mêmes. Je voudrais aussi partager quelques citations qui viennent de ma recherche concernant les aidants naturels. Et cela est parce que je fais là une liste de résultats, mais j'aime toujours donner voix à mes aidants naturels. Donc, quelques-uns des thèmes qui viennent des entrevues à la suite de mon essai aléatoire incluent des choses comme le soin de soi-même. Donc, par exemple, un participant a dit: cela m'a forcé à me concentrer à moi-même, à mes besoins. Une autre personne a dit: cela m'a aidé à comprendre que je ne peux pas tout faire, je dois prendre du temps pour moi-même. Encore une fois, quand on regarde ces citations, on pense bien évidemment, mais c'est difficile d'internaliser ces idées. C'est important de le faire afin de s'impliquer au comportement du soin de soi-même. Une autre citation concerne l'acceptation. Je peux laisser aller les choses plus facilement, je suis plus calme quand je réagis et je fais face à des situations difficiles. Une autre personne a dit: j'ai accepté la situation de ma mère et maintenant je peux passer du temps de qualité avec ma mère et je suis moins fâchée. Ceci est très important parce que cette participante était une infirmière formée. Et cela montre que n'importe votre formation, même si c'est une formation en soins de santé, c'est une situation différente quand c'est une personne aimée.
un parent, un époux, tout change. Un autre thème qui a surgi est celui du développement des compétences. Donc cela m'a équipé avec des techniques. Je sens moins de panique, moins d'anxiété parce que je me rappelle de respirer et de faire une méditation brève. Il s'agit de nouvelles compétences. Quelqu'un d'autre a dit, cela m'a donné plus de confiance à gérer des choses, je me sens plus centré, plus en contrôle. Et bien évidemment, on a le soutien social qui est atteint à cause de ces groupes. Et ce n'est pas qu'on partage toujours des histoires dans ces groupes, mais on comprend tout simplement qu'on n'est pas tout seul. Et beaucoup d'aidants naturels se sentent isolés dans leur rôle. Donc il s'agit de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et surtout, dans cette dernière citation, l'amitié, la camaraderie, apprendre à écouter, non pas seulement à entendre, ne pas se sentir tout seul dans cette situation qui est tombée sur moi. Donc, il faut comprendre, on ne choisit pas toujours d'être un aidant naturel, mais il s'agit de comment accepter ce rôle d'aidant naturel. Donc, que faisons-nous dans cette pratique? Vraiment, il s'agit d'un trajet le long de la vie et on passe de certains états de pensée que l'on voit en ce moment dans notre société et on passe par un continuum. Donc, par exemple, la notion de souffrance. Personne ne veut souffrir. Et nous essayons de résister la souffrance. On la supprime parce qu'on ne veut pas se sentir mal. Mais le problème est que cette résistance en soi augmente la souffrance. Et on essaie de s'éloigner de cette crainte de souffrance. Donc, on a la résistance, la suppression de la souffrance et avec le temps, avec la pratique, on essaie de devenir plus stoïque, de développer un stoïcisme nous donnant la permission de sentir, d'explorer et d'être avec n'importe quelle expérience quand elle surgit, qu'il s'agisse de quelque chose de négatif, de neutre ou de positif. Tout accueillir, c'est-à-dire avec un esprit calme. Et cela est important afin de réagir de façon compétente à des événements dans notre vie. On s'éloigne aussi de cette notion de permanence et manque de permanence parce que dans notre culture, on n'est pas très bon à faire face à des changements. Le changement le plus extrême étant la perte d'une personne aimée. On ne le fait pas très bien. Et la raison, encore une fois, est que qu'on a une résistance au changement et on insiste à avoir une permanence sans nous rendre compte que la vie change constamment. Et donc ce qu'on fait dans la pratique est de nous éloigner de cette résistance au changement. On comprend que la vie n'est pas quelque chose de permanent. On accepte et on apprécie le fait que notre vie change. Et le point final est que fréquemment, on a cette tendance à personnaliser les événements de notre vie et on les internalise et on sent, par exemple, moi je subis toujours cette douleur, personne ne comprend comment je me sens. Et vous pouvez vous imaginer, cela vous met dans une situation d'isolement parce que vous sentez que personne ne sent ce que vous sentez. Donc, avec la pratique, ce qu'on fait est qu'on s'éloigne de ce sentiment de moi, je, ma douleur, et on dépersonnalise et on normalise l'expérience de la douleur et de la souffrance. Donc, de ce moi, de cet isolement de ma douleur, je passe à comprendre qu'il s'agit de nous, qu'il s'agit de l'universalité de la souffrance. Nous souffrons tous, tout le monde ici, aujourd'hui et dans notre environnement, a subi de la joie, de la douleur et de la souffrance. Donc c'est important vraiment de comprendre tout cela et de l'internaliser. Et je veux terminer avec cette note finale. Encore une fois, à travers cette pratique, cette citation de Jon Kabat-Zinn dit « Du moment où vous respirez, il y a plus de choses qui sont correctes qu'incorrectes. Chez vous, n'importe ce qui est incorrect. » Et le long de notre vie, c'est important de savoir qu'on a toujours de l'espace pour la guérison
Il y a toujours de l'espace pour la guérison et cet espace pour la guérison est avec nous jusqu'à ce qu'on respire pour la dernière fois. Et même aujourd'hui, quand je me sens surpassée, je me rappelle toujours du fait que je suis en train de respirer et tout va bien chez moi. Donc, je voudrais vous inviter maintenant à vous impliquer à une pratique courte. Je suis consciente du temps. Donc, il va s'agir seulement d'un espace de respiration de 3 minutes ou un espace de respiration à 3 pas qui a été développé par le programme de thérapie cognitive qui a été développé ici à Toronto. Alors, j'ai cette image ici parce que je veux souligner aussi qu'on ne doit pas être assis avec les jambes croisées pour cette pratique. On peut être assis sur une chaise, même si on a des problèmes du dos. On doit être conscient de la posture dans laquelle on est assis. Donc, je vous invite à faire la chose suivante. Je vous invite à le faire. Sentez-vous libre de partir de la salle ou de prendre une pause de 3 minutes ou permettre que mes mots soient en coulisses. Mais si vous êtes intéressé à cette pratique, alors veuillez bien me joindre. Trouvez une posture où vous serez assis ou assise et assurez-vous que les pieds sont vraiment plantés sur le parterre. Vous êtes enraciné par vos pieds au sol et on sent la connectivité de notre arrière qui met pression sur le coussin ou n'importe ce sur quoi on est assis. Et on a une posture qui est éveillée. Donc, on trouve que le dos est tout droit, mais on ne force pas la posture. On veut être relaxé dans cette posture. On permet que les mains tiennent vos jambes, quoi que ce soit qui vous soit confortable. Et si c'est confortable, permettez que vos yeux soient fermés et sinon permettez que vos yeux tout simplement ne soient plus concentrés à quelque chose de spécifique et permettez que les paupières soient très relaxées. Une fois que vous trouvez votre posture dans laquelle vous serez assis, l'invitation est à devenir conscient de l'expérience ou des expériences du moment actuel. Donc, apporter de la conscience à des pensées, à des sentiments, à des sensations corporelles qui sont présentes en ce moment. Vous pourriez avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, vous avez peut-être absorbé beaucoup d'informations, peut-être vous avez des émotions qui ont lieu, peut-être des jugements même. Donc, reconnaissez simplement ce qui est présent en ce moment. Créez de l'espace pour ces choses-là, qu'elles soient des choses positives ou négatives. Explorez les sensations que vous avez en ce moment, des sensations corporelles. Devenez curieux par rapport aux traits de ces sensations. La température, le poids, la pression, le pulse, le fourmillement, l'équilibre. Et si vous avez des sensations qui sont agréables, plutôt pas agréables, par exemple une tension ou quelque chose qui vous gratte quelque part, remarquez peut-être la tendance que vous avez de vouloir réagir à cette tension.
peut-être de vous gratter ou de changer le corps et sa position pour réduire la tension. Donc l'invitation est que si vous avez des sensations pas confortables qui surgissent, voyez si vous pouvez créer un espace pour utiliser la respiration et respirer avec l'expérience. Et lors de la prochaine respiration, je vous invite à changer votre concentration et vous concentrer à votre respiration. Concentrez-vous à votre respiration n'importe où cela est logique dans votre corps. Peut-être l'estomac qui devient plus ample ou plus restreint. Peut-être votre poitrine qui devient plus ample ou plus réduite. Peut-être vos narines. Alors vous concentrez votre attention à votre respiration comme encre de l'expérience actuelle. Apportez de la curiosité gentille à chacune de vos respirations sans les manipuler aucunement. Est-ce que la respiration est rapide ou lente, superficielle ou profonde? Et lors de la prochaine respiration, je vous invite à appliquer votre conscience à tout votre corps, à devenir conscient de votre corps, du haut de votre tête au bas de vos orteils. La conscience par rapport à ce corps dans cet espace, cette surface où vous êtes assis ou assise. Et peut-être, si cela est disponible, apporter de la conscience au-delà des 4 murs de cet espace. Apporter de la conscience à la connectivité entre ce corps et cet espace et les êtres et les espaces au-delà de ces 4 murs. Ayant à voir peut-être avec ceux qui sont dans cette plateforme d'aujourd'hui, tandis qu'on est en train de partager une expérience ensemble peut-être. Et si cela est disponible, devenir plus conscient par rapport au prochain moment de la journée à mesure que cette pratique arrive à sa fin. Alors je vous invite à respirer 3 fois profondément par le nez. Vous respirez par le nez, vous exhalez par la bouche et au bout de cela, vous ouvrez vos yeux et vous revenez à la plateforme. Et je voudrais donc vous remercier pour cette pratique et encore une fois pour m'avoir fourni la plateforme d'aujourd'hui pour vous donner une idée générale de ce qu'est le stress et l'importance de cultiver la pleine conscience. Dans ces diapos, j'ai plusieurs ressources que je veux partager avec vous. Quelques livres qui vous introduisent à la pleine conscience, des balados vidéo qui fournissent des ressources gratuites et j'ai aussi une communauté en ligne qui s'appelle Our Mindful Society qui inclut une pratique virtuelle
hebdomadaire pour les membres de la communauté au nom de nous tous dans cet espace virtuel. Ceci fut une discussion très importante et je pense que vous avez couvert beaucoup de composantes où l'on est maintes fois bloqué et comment utiliser la pleine conscience de façon quotidienne parce que fréquemment les gens l'ont essayé ça et là ou l'ont essayé et l'on a des brèches mais que de savoir que l'on peut revenir au moment présent, que l'on peut reconnaître ce qu'on sent dans ce moment-là et que l'on peut revenir à la respiration. C'est très important de savoir que cela constitue un ancre. Merci pour tous ces détails. Quelle belle discussion. Merci.